Alors, nous démarrons donc notre deuxième panel les enjeux du Metaverse, qui sera donc animé par notre cher Mohamed Zorlemi. Monsieur Mohamed Zorlemi est un consultant donc en stratégie et développement et un spécialiste en industrie créative et Metaverse en Afrique. Voilà, bonjour, bienvenue à tous et bon vent. Voilà. Merci beaucoup, Soraya. Alors, merci à vous tous. Merci tout d'abord à l'Institut français de nous recevoir et de nous permettre donc d'organiser cet événement dans le cadre de la semaine de la francophonie, ce qui était très, très important. Et pour pas trop tarder, puisque je sais que l'horaire est compté, je vais tout de suite demander à mes chers invités de se présenter en 2 minutes. Et je vais commencer, bien sûr, par hélas, la seule femme du panel, mais ô combien précieuse, ma chère Mélissandre. Je te laisse 2 minutes pour te présenter. Ok, bonjour à tous. Donc, je suis Mélissandre Monatus. Je suis la CMO d'une entreprise qui s'appelle Cultures, qui est une entreprise de jeux vidéo qui s'inscrit dans la blockchain. Donc, on parlera de crypto gaming du coup. J'ai eu la chance de travailler pour des gros éditeurs comme Activision, Blizzard, comme Capcom et puis Wargaming. Et puis, je me suis un petit peu tournée ensuite sur les studios indépendants. Et depuis 2019, je donne des cours également dans des établissements scolaires, donc en marketing, en événementiel. J'ai également travaillé sur l'Africa Corner. Donc, j'ai mis en place l'Africa Corner avec Sidik Bakayoko, Paradise Game. Et j'essaie de m'inscrire un petit peu dans l'écosystème africain. D'ailleurs, mon PDG est africain, donc du Congo, et on espère travailler de plus en plus avec l'Afrique. Merci beaucoup, Mélissandre. Je vais continuer du côté de Bordeaux et je vais appeler Émeric. Bonjour Mohamed, bonjour à tous. Merci l'Institut français de nous accueillir aujourd'hui. Moi, je suis Émeric Castin, je suis président fondateur d'Humanimation. Humanimation, on est une société de production transmédia et l'idée est de créer des histoires interactives multiplateformes. Donc, on travaille exclusivement sur un moteur de jeu qui est Unity et que ce soit donc pour créer du contenu interactif, linéaire, ou XR, réalité augmentée, réalité virtuelle. Donc en ce moment, avec mon associé Cédric Babouche, on développe un jeu vidéo qui s'appelle Dordogne, qui est un jeu vidéo en aquarelle qui est peint à la main. Et on développe aussi un jeu en réalité virtuelle d'exploration science-fiction et un autre contenu. Donc je suis aussi président je suis fondateur cofondateur de PXN, l'association nationale des producteurs transmédia, production d'expériences numériques, et je suis président du COBO, qui est une association locale de la région Nouvelle-Aquitaine sur les contenus transmédia et les producteurs multipasserelles, disons ça. Alors, super. Merci beaucoup, Émeric, de la présentation. Je vais continuer avant de revenir sur le plateau. Je vais demander à Walid. Bon, tout le monde le connaît en Tunisie, mais quand même, Walid, je te permets de te présenter. Merci beaucoup. Donc, oui, Santal Mideni, je suis le fondateur de Digital Mania. Digital Mania vient de fêter ses 10 ans il y a quelques mois. On a sorti plus de 135 jeux sur plein de plateformes. Et la toute dernière, c'est Marshmallows qu'on a sorti sur la Nintendo Switch. Et on est donc très, très content de ça. On travaille beaucoup maintenant avec la blockchain et toute cette notion. Donc, la blockchain en tant que technologie et toutes ses conséquences. Et je crois que c'est ce qu'on va parler aujourd'hui, entre autres. Et voilà. Et dernièrement, on a aussi lancé à niveau africain le PAG, donc le Pan African Gaming Group, qui se veut être une sorte de GIE entre 10 studios africains pour créer vraiment un très gros player, producteur de contenu africain et distributeur. Et j'en parlerai dans pas très longtemps. J'espère bien. Je vais me tourner maintenant vers le plateau, vers nos amis à Tunis, et je vais donner la parole à Mohamed Ali Belajouza, qui est sur le plateau. Bonjour d'abord à tous les panélistes dans le Metaverse. Donc moi, je suis Dali et je suis un mordu de blockchain. Je suis aussi entrepreneur et en fait, je travaille beaucoup dans la blockchain et la crypto via mes startups. Et je suis de très, très près ce qui se passe en fait. Blockchain, NFT, crypto, Metaverse maintenant beaucoup aussi. Et voilà, et je suis content d'être parmi vous. Merci beaucoup.
Et le dernier à se présenter, mais au moins pas les moindres, Monsieur Mohamed Nif. Pour l'organisation, à toi Mohamed et l'ensemble des panélistes ici présents. Donc moi c'est Mohamed Nif et je suis le cofondateur de Dell Blockchain في تونس. Dell Blockchain se positionne comme le hub de la technologie blockchain qui essaie de regrouper l'écosystème à travers l'accompagnement d'organisations pour la transformation digitale en faveur de la décentralisation. Voilà, donc j'aurai l'occasion aujourd'hui de vous présenter un ensemble de nos activités, dont notamment un programme d'incubation orienté blockchain avec un challenge spécialiste dédié pour la Metaverse et les NFT, l'industrie créative d'une façon générale, et éventuellement d'un autre projet NFT qu'on est en train de faire en ce moment. Voilà, donc merci à tout le monde. Merci beaucoup à toi, Mohamed. Bah, écoutez, on va rentrer tout de suite dans le débat. Et ma première question, puisque c'est vrai qu'on a déjà commencé à parler du métaverse, moi, ça fait 2 ans que je travaille, plus de 2 ans maintenant que je travaille sur le métaverse, donc j'ai une petite idée, mais ce qui est bien, c'est de vous entendre, chacun d'entre vous. Comment définiriez-vous le métaverse? Et je vais commencer par toi, Mélissandre. Ah, d'accord. Alors moi, je le définirais comme un état réel, mais dans le virtuel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans le métavers, je pourrais retrouver totalement ma table, ma chaise, mon avatar, qui serait ma représentation digitale. Et je pourrais me retrouver dans exactement le même environnement, mais sur un monde irréel. Je suis sûre que je pourrais même avoir une fenêtre avec derrière des gens qui se baladent, mais ce serait complètement irréel. Donc pour moi, c'est une extension du réel. Sauf que ce n'est pas palpable. Alors, les émotions, elles peuvent rester les mêmes. On peut avoir des émotions qui sont partagées aussi bien dans le réel que dans l'irréel et donc dans la métaverse. Par contre, je ne pourrais pas toucher la table en question. Je ne pourrais pas avoir la sensation d'être sur mon ordinateur pour de vrai. Ce serait complètement une projection de ma part. Donc pour moi, en fait, il y a quelque chose que j'ai découvert en travaillant un petit peu ce panel, c'est que déjà le mot métaverse existe depuis 1992. Il a pris sens dans un livre de science-fiction. J'ai plus le nom de l'auteur, mais il a parlé de métaverse, il a parlé de fibre optique, il a parlé d'avatar, et le livre s'appelle Snow Crash en anglais. Oui, Stevenson. Exactement. Et je me dis, mais il était hyper visionnaire. Et en plus, il parle du 21e siècle. On est au 21e siècle aujourd'hui. Ouais. Donc, il explique que 2 enfants sont sur un ordinateur, ils se voient en train de discuter, mais à travers un monde complètement irréel. C'est totalement ça. Tout à l'heure, on l'a dit, on est dans un métaverse, en fait, aujourd'hui. Ah ouais, tout à fait. Mais tu pourras aussi le rapprocher de Philippe Cadic et de tous les ouvrages de Philippe Cadic. Notamment, il y a pas mal d'ouvrages là-dessus qui sont très intéressants sur, non pas le métaverse, mais sur ce monde virtuel, entre le virtuel et le non virtuel, qui est très intéressant. Je vais me tourner vers Émeric et lui demander aussi comment lui voit le métaverse. Moi, je suis sûr qu'on va avoir plein de définitions différentes. C'est possible. Déjà, je suis tout à fait d'accord avec Mélissandre. Vraiment, c'est vraiment pour moi, c'est le jumeau numérique. C'est un terme en plus qui est dans l'industrie depuis quelques années. Ouais, c'est vraiment le jumeau numérique où on va d'abord, je pense, doubler tout ce qui existe dans notre monde physique, mais ça permettra aussi tout un tas d'autres interactions qui seront numériques, mais en même temps on parle au futur, mais c'est presque déjà le cas. Voilà, il y a une plateforme. Donc, il y a la plateforme. J'ai essayé d'avoir accès à Facebook Horizon, qui est développé par Meta en ce moment. Mais c'est apparemment réservé qu'aux États-Unis. Mais je pense que ça, c'est assez intéressant de voir ce qui est en train d'être développé. J'ai eu la chance d'aller au CES à Las Vegas avec la délégation de la Nouvelle-Aquitaine. Et j'ai pu voir comment le métaverse était vraiment sur toutes les bouches. Ouais. Tout le monde parlait bien sûr de tout ce qui est techno, contenu, jeux vidéo, mais aussi l'automobile, par exemple, où ils voient le métaverse comme
une façon de voyager virtuellement dans les voitures autonomes. Vu qu'on ne conduit plus, qu'est-ce qu'on fait? Alors bon, je pense que tout est à prendre avec des pincettes, mais il y a une vraie volonté de faire développer ce sujet-là. Très bien. Voilà. C'est quand même deux définitions un peu différentes. Walid, qu'est-ce que tu en penses? Alors, oui, le métavers, ça existe depuis un bon moment, hein. Moi, en tant que gamer, il y a déjà 15 ans, on était dans World of Warcraft, on avait une vie dans World of Warcraft, on avait une présence, on avait un personnage, on avait de l'espace qui nous appartenait. Au fait, donc, c'est un concept qui est nouveau, pas nouveau. Ça dépend à quel niveau de… Voilà, qu'est-ce qu'on a fait sur Internet sur les 10-15 dernières années. Et pour moi, pour simplifier, je dirais que c'est la spatialisation d'Internet, c'est ça le metaverse. Donc, on donne de l'espace, d'où cette fameuse 3D, etc. Mais ça a existé aussi depuis un bon moment. Ce qu'il a remis sur la table, c'est vraiment la blockchain et l'utilisation de la blockchain avec de l'espace sur Internet. Ça a donné cette notion de propriété, ça a donné cette notion de rareté, ça a donné une notion d'économie qui est directement donc reliée, que ce soit à la crypto ou pas la crypto. Bref, c'est vraiment cette couche blockchain qui a fait qu'aujourd'hui, tout le monde est en train de parler de metaverse, metaverse, metaverse. Mais concrètement, moi, je suis dans le metaverse depuis 15 ans. Tu sais quoi? Moi, je suis un peu plus vieux que vous, donc j'ai des enfants. Moi, mes enfants jouaient à Dofus. Et pour anecdote, j'ai découvert un jour, mes enfants, ça fait maintenant 10-12 ans, à Dofus, j'ai découvert qu'ils se donnaient rendez-vous avec leurs petits copains sur Dofus, tu vois, et ils discutaient entre eux sans que nous, nous sachions, tu vois. Donc, imagine, il y a déjà 12 ans, donc, ce qu'on pouvait faire. Donc, aujourd'hui, c'est vrai que les nouvelles technologies, c'est incroyable. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Alors, pour rester pendant la même année, pendant Ben Ali et la censure de Ben Ali, il ne suivait pas donc les jeux vidéo et ont téléchargé des jeux vidéo les moins utilisés en Tunisie pour qu'il n'y ait pas de contrôle dessus, genre des jeux coréens, etc., pour utiliser les systèmes de chat dedans, et les activistes, etc., étaient en train d'utiliser ces jeux-là pour pouvoir communiquer entre eux. Ça ne m'étonne pas de toi. Je ne serais pas en train de dire que… Alors, je vais m'adresser à Mohamed Ali. Ben Ali. Mohamed Ali, qu'est-ce que tu en penses, toi, du métaverse? En fait, moi, je pense que ça a été dit, mais moi, je pense où est-ce que ça pourrait aller dans le meilleur des cas pour les gens qui sont dans le métaverse, c'est que, en fait, une journée dans le métaverse, je ne sais pas dans combien de temps, parce que c'est une technologie de frontière, donc on ne peut pas réellement voir une roadmap, si on peut appeler ça une technologie. C'est un bout de technologie, mais on peut le mettre dans une frontière, on ne la connaît pas. Et je pense qu'à un moment donné, au niveau échange, au niveau interaction, au niveau immersivité, le métaverse promet qu'une journée passée dans le métaverse, on ne sait pas quand, ressemblera en termes de sécrétion d'hormones dans le corps un peu à une journée normale, en fait. Pourquoi? Parce que tout à l'heure, on dit que ça fait longtemps que ça existe, mais moi, je pense qu'il y a eu plein de petits blocs comme ça qui viennent se mettre ensemble et qui font qu'on est en train de créer dans le métaverse ce qu'on appelle une économie viable. Et une économie viable, c'est le parterre obligatoire pour que les sociétés humaines puissent fleurir réellement. Et donc, on a créé ce principe d'ownership, comme l'a dit Walid, mais ce principe de transaction, ce principe de création aussi, ce principe de transfert de ownership aussi, qui est très important, qui est amené par les NFT, et aussi l'immersivité avec tout ce qui est XR. Et en fait, c'est ce puzzle-là qui fait qu'aujourd'hui, c'est sur toutes les lèvres, le metaverse, et qu'on prédit un market size de 800 milliards de dollars avec 14 trillions de dollars de transactions, etc., à l'horizon 2024, etc. Donc, je pense qu'on est en train de voir une belle mayonnaise en train de prendre, sans parler des mauvais côtés, bien sûr, il y en a toujours. Hein, mais pour moi, en fait, la projection du metaverse, ça va être ça. Très bien, très très bien. Ça me rappelle quelque chose, ça. Mohamed Mnif, qu'est-ce que tu en penses? Pareil, hein, moi je pense que je vais plus me rapprocher de ce que disait Walid, la metaverse. C'est un concept qui existe depuis quand même je dirais une bonne dizaine d'années au moins.
Ce qui a donné tout le sens à la Metaverse d'aujourd'hui, c'est clairement cette notion de ownership, du moment qu'on est passé à posséder des armes ou des gadgets ou des skins sur la Metaverse, du moment qu'on a une technologie qui peut prouver réellement l'authenticité et accorder la réelle propriété des biens acquis sur une Metaverse. Là, c'est devenu tout un autre sujet en associant les actifs digitaux au monde du gaming. Voilà, donc certainement, on est encore à l'émergence des premiers use cases qu'on peut voir dans une metaverse. Land ownership, aujourd'hui, on voit déjà émerger des business dans le metaverse, hein, tout comme on a vu avec les réseaux sociaux au moment où le web 2.0 commençait à émerger. Il y a plein de gens qui commençaient à se dire, est-ce qu'on va quitter nos boutiques physiques et nos espaces réels pour aller vendre sur Internet ou sur les réseaux sociaux? Ben, c'est une cohabitation. Aujourd'hui, c'est un peu l'évolution de ces technologies-là comme avec la blockchain comme technologie majeure qui est en train de conduire ce train avec les certificats d'authenticité et de propriété. Super. Merci beaucoup. Alors, ce qui m'a étonné, c'est que personne ne m'a proposé la définition de l'Internet de demain, c'est-à-dire l'Internet du futur. Je m'attendais à ce que quelqu'un d'entre vous me parle de ça, en disant que c'est la suite de l'Internet, ce sera l'Internet virtuel, l'Internet 3D. Ouais. Mais on va passer à l'autre question. Comme ça, on va pouvoir discuter. Pour vous, quel est l'impact que représente un peu ce métaverse et quel aura l'impact sur le numérique? On est en Afrique, on connaît un peu la transformation du continent, mais au niveau mondial, le métaverse. Donc, comment voyez-vous un peu le rôle que va jouer le métaverse au niveau des relations humaines, de l'économie? Quelle transformation ou quels sont les enjeux qu'il va entraîner? Cette fois-ci, je vais commencer par Aymeric. Je te laisse pour la fin, Mélissandre. Merci Mohamed. Je suis surpris. Je pense que, je pense que d'un côté, ça va être un cataclysme et de l'autre côté, ça va être une suite logique. Parce que bon, ça fait déjà 2 ans qu'on est derrière nos ordis. Bon, on peut commencer à ressortir un peu quand même, il ne faut pas exagérer, mais on a quand même passé devant nos ordis 2 années à faire des Skype, à faire tout ça. Bon, moi, même une fois, je me suis dit, si j'avais mon casque en réalité virtuelle, que j'étais dans une forêt autour d'une table en bois, même si c'était virtuel, j'aurais quand même préféré faire ça. Et je pense que ça va être un peu ouais, ça va être quelque chose comme ça. Bah, pour ma part, c'est surtout tout ce qui est activité ludique et numérique et c'est tout ce qui est contenu qui va se mélanger avec l'environnement. C'est vraiment tout ce genre de choses. Après, je suis ni devin ni économiste, mais bon. Après, le seul truc, c'est que je pense que je vois vraiment le métaverse aussi grandir grâce à l'avènement la multiplication des casques en réalité virtuelle, et notamment les casques en réalité virtuelle autonomes comme l'Oculus Quest 2 et les Pico et les nouvelles gammes de chez HTC aussi qui sont de plus en plus abordables et qui vont vraiment se multiplier. Et je pense que ça va vraiment, plus le nombre de casques sera présent dans les foyers, plus les opportunités vont se multiplier. Ça va être énormément d'opportunités commerciales pour tout ce qui est magasins et ventes en ligne, où les ventes en ligne va se matérialiser sous forme d'environnement. Voilà, je sais pas quoi. C'est cet aspect-là, parce que toi, tu as quand même développé un projet extraordinaire avec Shangri-La, qui est un des plus beaux projets que je connaisse. C'est gentil. Non, mais c'est vrai, il a été reconnu comme l'un des plus beaux projets. Et puis, moi, la BD, tu connais ma passion pour la BD. Donc, bien sûr. Et tu vois, ce côté immersif que tu as mis dans Shangri-La, ce côté innovant, est très intéressant. Tu ne penses pas que tu es un précurseur aussi dans cet aspect métaverse divertissement? Si tu veux dire un mot, ça serait bien, parce que je ne pense pas que tout le monde connaisse ce projet. Alors, ouais, c'est le début, en fait. C'est le tout début.
on adapte, il y a la bande dessinée de Mathieu Bablé qui est aux éditions Kama, qui s'appelle Shangri-La, qui est son avant-dernière sortie. Sa dernière est Carbone et Silicium. Et donc, j'ai négocié les droits auprès d'Ankama et de Mathieu Bablé pour adapter cette BD en spectacle immersif. Donc, c'est un spectacle musical où on est entouré de 4 écrans géants. Et les 4 écrans sont reliés à un rétroprojecteur, bien sûr, qui est relié à un système Unity qui en fait envoie donc une mise en scène des cases de la BD qui défilent sur les écrans. Donc, c'est une coproduction avec le collectif Hors Normes et donc ma coproductrice est la metteur en scène, Christelle Déré, qui a vraiment conçu une scénarisation, une mise en scène de cette bande dessinée-là. Donc là, on parle d'un spectacle, donc un spectacle immersif parce qu'on est entouré en fait d'écrans géants. Mais effectivement, on est en train de réfléchir à retourner le projet dans l'autre sens, où en fait, on aurait un public virtuel qui assisterait à une représentation virtuelle dans un autre espace. Ce qui techniquement est tout à fait possible parce qu'on a tout le contenu des écrans est déjà prêt. Mais maintenant, il manquerait presque une salle de spectacle du métaverse qui voudrait nous accueillir, en fait. Ce serait un peu ça. Ah ben, on va y arriver. On va demander son avis à Mohamed Ali dans ces cas-là. Qu'est-ce qu'il en pense, lui? Moi, déjà, je suis complètement d'accord. Simplement, moi, ce que je voudrais ajouter, peut-être un petit apport, c'est que tous les grands de ce monde sont en train d'imaginer leur futur dans le métaverse aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il ne faut pas imaginer le métaverse comme Decentraland ou Roblox seulement. Et il ne faut pas imaginer non plus le métaverse comme il faut choisir quel est ton métaverse pour aller jouer. C'est-à-dire qu'à la base, on a eu la chance dans l'avènement du métaverse. Bon, moi, je date à moins de 2 ans le vrai avènement, le début, si vous voulez, la courbe d'inflexion. Et depuis, en fait, tout ce qui est mainstream, c'est tout ce qui est gaming, la crypto, les tokens des métavers qui sont en train d'exploser, mais ce n'est pas le cas. Des exemples très simples, c'est que Microsoft, par exemple, est en train d'imaginer le monde du travail de demain dans la metaverse. Et il est en train d'investir massivement. D'autres choses que j'ai comme ça en tête, déjà tous les grands de ce monde, Walid, tu connais Epic Games, Blizzard, etc., sont en train d'injecter et de lever énormément d'argent. Mais tu as Microsoft qui est en train de regarder le metaverse, tu as des banques. Donc, il y a une banque aujourd'hui sud-coréenne qui a déjà ouvert dans le metaverse. Il y a JP Morgan aussi qui a ouvert une agence dans le metaverse avec sa crypto même. Donc, en fait, énormément de verticales. Il va y avoir des gagnants, des perdants, bien sûr, mais énormément de verticales veulent s'essayer au metaverse. Certaines d'entre elles ne sont pas très stupides pour se dire je vais quand même tester, peut-être que ça va marcher. Ils savent très bien ce qui va se passer. C'est-à-dire, en termes de prospective, ils regardent déjà 2030. Donc, les enjeux socio-économiques de la metaverse, pour revenir, si vous voulez, un peu à la thématique d'aujourd'hui, sont beaucoup, beaucoup plus grands, avec un éventail beaucoup plus large que ce que nous pouvons, nous, êtres humains en Tunisie, France ou en Afrique, regarder, parce que, je vous ai dit, c'est un nouveau terrain de jeu énorme pour tout ce qui est interaction humaine. Vous imaginez Facebook avec 15 types d'interactions, ce qu'il a réussi à faire. Et là, on parle on va beaucoup plus loin, et la recherche et développement est en train de parler par ce que disait Mélissa tout à l'heure, à dire on ne peut pas toucher, mais il y a des R&D qui sont en train d'aller sur de la 4 dimensions, de la 5 dimensions, de la vraie, hein. Pas celle qu'on regarde sur les écrans, mais de la vraie, en fait, avec des vraies sensations de chaleur, de pression, etc. Et connaissant les courbes technologiques, comment elles partent, si on n'est qu'au début maintenant, à un moment donné, je pense qu'on pourra sentir les choses. On aura les sens en alerte dans le metaverse et on pourra passer vraiment une journée. Ça fait peur un peu, mais bon, j'espère que le métaverse va faire du sport aussi. Hein. Écoute, on va se retourner vers Walid, parce que lui, il nous divertit. Donc, comment Walid, toi, tu vois le métaverse? Parce que moi, je parle de métaverse, mais est-ce qu'on ne peut pas parler de plusieurs métaverses, de multiverses? Parce qu'en fin de compte, quand je vous écoute, on a l'impression qu'il y a plusieurs métaverses. C'est exactement ça, en fait. C'est ma grosse remarque ici, c'est de dire qu'il y aura plusieurs projets et on aura à évoluer sur plusieurs plateformes. Comme aujourd'hui, par exemple, on est en train d'évoluer sur du Zoom, sur du Skype, sur du Teams, Facebook, Messenger, WhatsApp, etc., etc. Ce sont des canaux de communication et en fin de compte,
le metaverse n'aura pas de sens sans d'interaction sociale. Et donc, du coup, on aura certainement à bouger. Moi, aujourd'hui, je me retrouve à me faire inviter dans Sandbox et en plein milieu de Sandbox, je bascule sur Decentraland. Après, il y en a d'autres. Donc, Horizon, nous, on est partenaire Microsoft Meta, Facebook Meta, pardon. Je t'ai vu danser la dernière fois sur la piste de Sandbox. Hein. C'est ça, avec notre ami Snoop Dogg. Et ça, en fait, on va agir avec comme on agirait aujourd'hui, que ce soit dans la vraie vie ou sur d'autres plateformes qui sont déjà existantes. On a aujourd'hui cette capacité. Je pense que vous tous, aujourd'hui, vous êtes là devant Zoom, mais vous avez le téléphone qui est à côté, il y a WhatsApp qui est allumé, il y a peut-être Viber, Messenger, Facebook, LinkedIn, il y a un email, et tout ça, en fin de compte, on va continuer à l'avoir, et ce sera d'autres couches qui vont venir et qui vont être ramenées. Alors, sur la partie entertainment, par contre, là, on va vraiment vivre de nouvelles choses qui n'existaient pas encore. Donc, déjà, pour tout ce qui est haptique et interaction, donc on va se mettre de beaux gilets, on va se mettre des casques, on va se mettre des gants, on va se mettre des choses et qui vont donner des sensations. Et je les ai essayés, je peux vous dire que c'est hyper bluffant. On va pouvoir faire du sport. Les tapis en 360, aujourd'hui, ils existent et ils sont hyper efficaces. Ça marche. Bien entendu, je ne suis pas en train de dire que ça va remplacer, mais ce sont de nouvelles sensations que nous allons avoir. Donc, s'il ne fait pas beau et qu'il pleut, on met le casque et on est en train de courir sur la plage dans les Maldives, quoi, hein, si on a envie. Donc, du coup, on va dire que ça va augmenter. Et comme toute nouvelle chose, bien entendu, il faut le réguler, mais je pense qu'à un certain moment dans ce débat, on parlera aussi des perversions possibles qui pourraient venir du métaverse. Mais par contre, dans l'entertainment, préparez-vous, surtout donc le transmédia, le storytelling va être complètement différent. On va pouvoir faire des choses, mais vraiment des choses extraordinaires. Le métaverse n'est pas qu'en réalité virtuelle, il peut aussi être en réalité augmentée. Donc, il peut être en parallèle avec ce que vous êtes en train de voir, ce qu'aujourd'hui essaie de faire Niantic avec Pokémon Go. Et je pense qu'à un certain moment, on va vivre avec des Pokémon dans le vrai sens. On sera là et on verra plein de petits Pokémon et des petites choses qui seront en train Ça va être magique, en fait. Et Magic Leap aussi, c'est ce qu'ils essaient de faire avec la réalité augmentée. Donc, moi, je pense que ça va être hyper féerique. Les films de science-fiction qu'on regardait il y a 10 ou 15 ans, ils vont devenir réalité. Et peut-être plus, parce qu'il y a des choses qu'on n'avait même pas imaginées qui sont aujourd'hui en train d'être faites très vite. Donc, il faut qu'on se positionne. Il y a un autre point que je voulais rajouter, si Mohamed, si vous permettez. Mais je vous permets, ça permettra à Mohamed Nif de parler un peu moins. Allez, super. En fait, il y a autre chose qui est juste incroyable, un exemple très simple sur Fortnite, qui a quelques éléments de ce qu'est un metaverse. On a vu 2 concerts qui ont amené 10,7 millions de personnes, et ça, c'est du jamais vu, en fait. Et je dis ça pour vous dire qu'il y a un autre élément essentiel qui fait l'avènement du métaverse aujourd'hui, cette fracture générationnelle. On est en train de passer sur un truc où il n'y a pas de fil conducteur entre les générations. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la génération Z et Alpha et les générations qui sont venues avant, il n'y a aucun fil conducteur. On est sur une fracture béante. Et cette fracture-là marche très bien avec ce qu'apporte la métaverse. Tout à fait d'accord. Tout à fait d'accord. On parlera de Roblox après, si vous voulez. Je voulais demander à Mohamed Nif ce qu'il en pense, lui, de cet impact que le métaverse va avoir. Les enjeux sont certainement multiples, pour ne parler que des enjeux économiques, parce que d'abord, on est au croisement d'au moins 2 industries énormes, qui est le gaming d'un côté, les cryptoactifs d'un autre. Donc, pour ne citer que la partie apparente de l'iceberg, qui est les enjeux économiques aujourd'hui. On parle clairement d'énormément de business qui se font dans la metaverse. Il faut également le voir comme étant un nouvel espace d'exposition pour toutes les marques, pour toutes les boutiques qui ont envie de s'attaquer à de nouveaux segments de clients ou de partenaires. Mais je citerai également les enjeux sociaux, parce qu'aujourd'hui, il est question de discuter de l'éthique, des relations qui vont exister dans la metaverse. Quel type de rapport
va-t-on avoir avec la présence, et là encore, ça serait assez différent de ce qui se passe aujourd'hui dans le gaming, parce qu'il y a cette notion d'actif et de ownership qui s'ajoute dans le monde des métaverses. Il y a certainement aussi les enjeux juridiques, parce qu'aujourd'hui, Très important. on voit déjà des cadres juridiques émerger pour parler de la possession, des transferts, voilà, des conditions de transfert de propriété, de la propriété intellectuelle en elle-même, parce que dans la blockchain, il y a énormément cette notion de open source et cette culture de open source qui caractérise le Web 3 d'une façon générale, mais il y a forcément de la propriété intellectuelle à discuter et des transferts de propriété. Voilà. Donc, pour moi, les enjeux principaux, c'est l'économie, les relations sociales et les contraintes juridiques qui peuvent exister. Super. Écoute, merci beaucoup. C'est vrai qu'il y a énormément de contraintes. Il y a aussi les contraintes liées à la souveraineté, puisque cet espace, qui va le gérer? Ça va être très, très important. Est-ce que ça va être les GAFAM? Qui va les gérer? Est-ce que c'est la société civile? Donc, on va se poser plein de questions. Tu avais rapidement évoqué les problèmes sociaux. Effectivement, on a assisté, hélas, au premier viol dans le métaverse. Donc, qu'est-ce qu'il en est? On a assisté il y a 3 semaines à la première manifestation dans le métaverse, donc devant une boutique Samsung. Donc, effectivement, on rejoint un peu la réalité. Et Mélissandre, le mot pour la fin donc, de cette question, qu'est-ce que tu en penses de cet impact que va avoir le métaverse? En fait, ce qu'ont dit mes prédécesseurs était très pertinent. Moi, j'allais retenir qu'en fait, on est sur le Web 3 qui donne le pouvoir au peuple aujourd'hui. Aujourd'hui, ce qu'on connaît avec le Web 2, c'est d'abord nos données. Elles sont complètement privatisées. Elles sont utilisées par donc, ces GAFA. Dans le Web 3, les données, elles n'existeront pas de la même manière et les GAFA n'auront pas le même pouvoir sur nous. On aura plus de pouvoir sur elles qu'elles sur nous. Donc, ça va changer un peu le rapport de force. C'est ce que je pense. On a également le fait que, tout, comme on l'a dit, tout est décentralisé, donc il n'y a pas d'intermédiaire. Les personnes seront responsables, enfin, déjà dans la blockchain, les personnes sont responsables de leur compte crypto, par exemple. Elles ne peuvent pas se plaindre à un tiers si elles se font voler de l'argent, s'il y a un problème dans une transaction. Elles sont totalement responsables de leur compte. Donc, le pouvoir est complètement le leur, mais elles ont les devoirs aussi qui vont avec. C'est-à-dire qu'elles ne peuvent se plaindre à personne. Et dans le jeu vidéo, nous, on s'inscrit avec Cultures dans le Play to Earn. Donc là, on a la possibilité de donner encore une fois du pouvoir, j'allais dire au peuple. C'est pas que je suis socialiste ou quoi, mais d'une certaine manière, en fait, les joueurs qui seront des détenteurs de NFT, puisque ça passe par la NFT. Donc, le process, c'est quoi? On achète un NFT. Ce NFT peut être un avatar que l'on va utiliser notamment dans les metaverses, mais qu'on va pouvoir aussi utiliser dans les jeux vidéo. En tout cas, dans notre cas, ce sera le cas. On aura un mangaverse, puisqu'on est dans l'univers du manga, et on aura également un avatar qui est une image NFT, mais qui va être articulée pour de vrai dans les metaverses. Et on pourra se balader en tant que cet avatar-là, et on espère dans différentes métaverses. Parce qu'on a dit, il n'y a pas un métaverse, en vrai, il y en aura plusieurs, et on espère pouvoir faire des passerelles entre les différents métaverses. Et pour revenir sur le pouvoir d'achat, sur d'autres jeux que l'on a, notamment un jeu culturel, on espère par exemple donner la possibilité aux personnes de participer au contenu en créant elles-mêmes du contenu, c'est-à-dire qu'elles vont nous ramener, par exemple, dans un jeu que l'on a de quiz au niveau, c'est un quiz sur le voyage. Donc, elles pourront amener, par exemple, des images, des contenus vidéo ou photos qu'elles pourront ensuite revendre, entre guillemets, pour le jeu et se faire et avoir cette prestation payée, finalement. Mais ça peut être dupliqué et on pense aujourd'hui aux gens qui sont dans l'art. La blockchain, elle a été un petit peu leur façon de mieux se vendre parce que d'abord l'authenticité des œuvres était donc reconnue et elle pouvait être payée directement. Et donc on peut imaginer quelqu'un en Malaisie qui est un artiste, qui n'a pas de galerie pour pouvoir s'exposer,
mais qui pourra vendre son art et récupérer cet argent. Et tout sera authentifié. Et tout est authentifié puisque la blockchain, c'est ce qu'elle permet aujourd'hui. Donc, c'est un monde un peu de liberté, un petit peu ce qu'on nous promet dans la vie de tous les jours. Vous avez le pouvoir. Non, on ne l'avait pas, mais là, avec la blockchain, je pense qu'il y a des inversions qui vont se faire et toute la partie légale dont on a parlé, etc., effectivement, ça va être aussi des enjeux importants parce que qui va légaliser quoi? Comment on va faire quand il y a des viols effectivement dans le métaverse? Enfin, ce genre de questions est très, très important Enfin, il faut apporter des réponses, c'est sûr. Mais du coup, ça va casser le côté non pas liberticide, au contraire, le côté libertaire. Libertaire, oui. Tout à libertaire. fait. Oui, tout à fait d'accord. Non, mais c'est pour ça qu'il y a des garde-fous. Même la Commission européenne aujourd'hui est en train de réfléchir. Il y a une commissaire qui est en train de réfléchir à toute une réglementation sur le métaverse parce qu'on s'aperçoit qu'il y a énormément d'abus aujourd'hui et il faut le contrôler. Mais ce qui est intéressant, puisqu'on parle du métaverse, c'est le discours du président Macron il y a 2 jours avec cette volonté de créer un métaverse français, mais surtout un métaverse européen. Donc, il y a vraiment une volonté de changement. Mais maintenant, je vais revenir plus vers vous, plus vers vos métiers. Par rapport à vos activités, votre métier, quel va être l'enjeu du métaverse pour vous dans vos activités de tous les jours? Et là, je vais commencer par Mohamed Nif, parce qu'il était toujours le dernier. Et parce qu'il a effectivement lancé Derl Blockchain sur une métaverse. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, depuis presque 1 mois et demi maintenant, qu'on a constitué, qu'on a une représentation de la société, de nos activités sur la métaverse de UI. Et on a l'intention de scaler sur les autres métaverses. Voilà, donc ça, c'est disons, l'action qu'on a déjà entrepris. Également, en ce moment, je travaille sur un projet de NFT qui va donner accès à une disons, communauté de Mohamed, excuse-moi de t'interrompre. Est-ce que tu pourrais, si c'est possible, définir ce que c'est un NFT? Parce que de tout à l'heure, on en parle, nous, on sait ce que c'est, mais pour nos spectateurs, est-ce que tu peux nous définir, si tu veux, hein, ou je peux demander à quelqu'un d'autre, hein, la définition du NFT? NFT, c'est pour dire les non-fungible tokens et c'est un actif digital unique et immuable inscrit sur une blockchain. Donc, aujourd'hui, on arrive à identifier qu'il existe une seule copie de la Joconde qui est au Louvre et que toutes les autres copies, que tous les autres tableaux sont des copies. Avec avec la technologie blockchain et spécifiquement le protocole lié aux NFT, aujourd'hui, on est capable d'identifier un bien digital. Voilà, donc c'est tout ce qui donne aujourd'hui à la metaverse cette notion de ownership, de propriété et de transfert de propriété, du moment qu'on est aujourd'hui capable d'identifier un certificat de générer un certificat d'authenticité ou de propriété et de l'attacher à un bien digital. Voilà. D'accord. Mais donc, toi, Mohamed, par rapport à tes activités qui sont liées à la blockchain, comment tu te projettes, toi, avec tes activités dans le métaverse? Déjà, justement, je parlais un peu d'un projet de NFT qu'on prépare en ce moment et qui devrait être annoncé d'ici 2 à 3 semaines. C'est un projet qui va donner accès aux porteurs de NFT à une salle de conférence et de congrès où seront réunis des communautés d'experts, un peu ce que essaie de faire Derl Blockchain aujourd'hui à l'espace physique, mais qui pourrait le faire demain dans un monde virtuel ou digital. Tu le ferais sous forme d'avatar ou Ouais, donc chaque NFT holder, il aurait son avatar que derrière, il pourra certainement lui acheter, le gâter, même avec à travers des partenariats avec des maisons de mode ou des créateurs. Mais c'est surtout cette liaison qu'aujourd'hui, on fait soit en physique entre la communauté et les experts ou à travers des Teams ou des Zooms. Et demain, ça serait possible, il serait certainement possible que chacun soit représenté par un avatar et qu'il puisse se déplacer d'une salle de conférence à une autre.
Ok. Émeric, comment tu te projettes dans le métaverse à travers tes métiers? Moi, je me projette, pour moi, il y a un petit côté conte de fées, dans le sens où, même si je suis d'accord que le métavers, c'est un truc où il peut y avoir vraiment tout un tas de sortes de contenus, hein, mais pour mon côté, qui est vraiment une approche transmédia, storytelling, approche sur le contenu, de valeur ajoutée graphique, littéraire, etc. Si cette plateforme commence à être de plus en plus développée, de plus en plus accessible, ça va permettre de raconter des histoires de dingue. Donc voilà, déjà. Donc Là, tu te rejoins un peu Walid, quoi. Ouais, vraiment. D'accord. Ouais, non, vraiment, vraiment. Après, il y a vraiment aussi. Alors, moi, je suis pas du tout un spécialiste des NFT. Après, tout ce que je vois, c'est que ça fait déjà 20 ans qu'on achète des épées et des casques sur Warcraft à prix d'or. Donc, je me dis, les NFT, maintenant, tu vois, si tu te retrouves avec un certificat de propriété, je veux dire, le business model est tout à fait, tout à fait dispo, quoi. Mais, Oui, mais tu sais quoi? Ce qui peut être intéressant, c'est que imagine si Excalibur avait existé dans un musée anglais, que tu puisses acheter la NFT d'Excalibur pour un jeu vidéo. Tu vois, ça, c'est le Graal. Alors voilà, ça permettra peut-être des trucs comme ça, tu vois, où tu pourras intégrer différents éléments. Mais je pense que le côté certificat de propriété numérique, je pense que ouais, c'est un vrai truc. Et puis aussi la traçabilité de la propriété de l'œuvre, enfin, c'est un truc qu'ont rêvé tous les auteurs depuis longtemps. Donc je pense qu'il y a effectivement, bien sûr, à boire et à manger, hein, sur les NFT, mais je pense qu'il y a un vrai bon côté, quoi. Il y a un vrai bon côté, ouais. Et toi, Mélissande, qu'est-ce que tu en penses? Alors, moi, ce que j'en pense, c'est que c'est dans mon travail. Hein, oui, c'est ça, dans ton métier, dans tes activités, par rapport à la culture, ce que vous faites et tout, comment vous voyez le métaverse, comment vous projetez, parce que c'est intéressant pour les jeunes, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui vous écoutent là, à Tunis, aussi ailleurs, puisque ça va être diffusé. Comment les jeunes, quand ils vous écoutent, qui se disent, est-ce que c'est intéressant, est-ce qu'il y a une opportunité, comment je vais aller, c'est par rapport à ça. Alors, moi, j'aurais 3 axes de réponse. Le premier, c'est que j'ai parlé de 2 jeux. Donc, un qui s'appelle, en fait, je ne les ai pas nommés, mais c'est Otaku Club NFT, qui est un peu dans le milieu manga. Et puis, un autre jeu qui s'appelle Culture Quiz, qu'on est en train de rebrander, en fait, et qui sera un jeu de quiz gamifié. Dans ces 2 cas, en fait, on a des NFT. On va avoir des NFT pour l'un et on a déjà des NFT pour l'autre, qui sont donc mis en vente. Et ces NFT ont des utilités. C'est-à-dire que quand vous achetez un NFT, vous n'achetez pas juste une image, vous achetez en fait tout un service, j'allais dire. Donc, nous, on propose à travers des NFT, par exemple pour le projet Manga, on propose d'accéder à des conventions dans le monde. On propose des voyages au Japon et en Corée du Sud. Donc, l'idée pour nous, dans notre travail, c'est de s'assurer qu'on passe du virtuel au réel. On appelle ça le virtual pour nous. Excuse-moi, Mélissandre, je t'interromps quand tu dis je propose des conventions. C'est-à-dire que moi, je ne peux pas aller à une convention manga à Tokyo. Grâce à toi, je peux virtuellement y accéder ou c'est simplement que tu me donnes. Grâce au NFT que tu auras acquis, selon le type d'NFT que tu auras, on t'enverra directement, soit en Afrique, soit en Asie, soit en Europe, soit aux États-Unis, soit en Australie, pour aller participer physiquement à des conventions réelles, qui sont, elles, bien réelles. Parce qu'encore une fois, on est censé dans le virtuel to reality, en fait. Et l'idée, c'est ça, en fait. Dans notre projet, c'est vraiment d'inscrire le réel au virtuel. Enfin, le virtuel excusez-moi, le virtuel au réel. De la même manière que pour les voyages, on a donc ce jeu qui concerne un petit peu les voyages, la découverte des différentes cultures. On espère, en fait, à travers ce type de jeu, que les personnes pourront apprendre des choses, et 2, qu'à travers ce qu'elles vont apprendre, elles pourront expérimenter dans le réel. Donc, par exemple, on mettra à disposition des billets d'avion pour aller visiter des pays ou aller, par exemple, visiter la Tour Eiffel si le quiz portait, par exemple, sur Paris. Parce qu'il n'y a rien de mieux, en fait, que d'expérimenter en réel. Tout à fait d'accord. Ce sont nos axes. Et en fait, le troisième point.
play to earn, on veut viser le learn to earn. C'est-à-dire qu'on joue pour gagner, mais on veut que demain, les gens apprennent pour gagner de l'argent. Et en fait, et en jouant en même temps. Mais c'est-à-dire que c'est encore une autre dimension. On s'inscrit un peu là-dessus. Et puis, la génération d'une économie complètement... d'une économie, d'abord, on aura nos propres tokens. Donc, on aura notre propre économie crypto-monnaie. C'est quand même pas rien. Aujourd'hui, tout le monde peut créer sa crypto-monnaie. Currency, voilà, c'est plutôt ça. On peut échanger, on peut vendre et on peut acheter. Donc, encore une fois, je parlais de liberté tout à l'heure, mais c'est encore la liberté pour les gens de pouvoir faire ce qu'ils veulent, j'ai envie de dire. non, mais c'est intéressant aussi, cette approche, c'est une autre approche. Je voulais maintenant, tu as mis tes 3 points là, c'est bon? Ouais. Parce que je voulais passer à Walid, parce que c'est un complément, et je suppose que Walid va compléter cette démarche, parce qu'il a une vision, je pense, un peu similaire sur le gaming, mais comme il est très en avance, il fait beaucoup d'innovation, moi je suis là pour l'écouter. Écoute, pour le jeu vidéo, c'est une vraie révolution ou évolution extraordinaire qui est en train de se passer. Cette notion de propriété, déjà moi, en tant que joueur, je la trouve juste extraordinaire. D'ailleurs, aujourd'hui, tu peux rentrer sur le site de Blizzard et tu trouves que le compte dans lequel tu peux passer des heures et des heures de ta vie, dépenser de l'argent, etc., ce compte ne t'appartient pas. Et à tout moment, on peut te couper les accès aux services et aux jeux. Donc, on dit, alors qu'on crée des liens très forts, que ce soit avec le contenu lui-même ou avec la communauté des joueurs. Et à chaque instant, on peut se retrouver complètement viré de ces espaces-là. Donc, c'est ça aujourd'hui, ce que nous, on essaie aujourd'hui d'expérimenter au niveau de Digital Mania. C'est vraiment bien sûr, on est sur du play to earn. Bien sûr, j'adore le learn to earn. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et je pense que il y aura des générations qui vont vraiment utiliser ce type de choses. Peut-être pas à gagner de l'argent, mais à gagner des bons points, etc. Moi, je suis génération bons points sur le coin du cahier. Et aujourd'hui, on est en train de retrouver ça, mais de manière digitale. Donc, c'est cool. Mais par contre, ce qu'aujourd'hui, la blockchain pourrait nous donner, c'est peut-être… Moi, j'ai jamais peut-être pensé à être dans le showbiz, dans la musique ou dans le cinéma de manière classique. Aujourd'hui, grâce à la blockchain, on pourrait. Grâce aux NFT, on pourrait. Au fait, il y a plusieurs expérimentations qui pourraient être faites aujourd'hui. C'est beaucoup plus démocratisé et donc, du coup, les talents ou les personnes qui peuvent avoir un impact sur le jeu, son économie ou son environnement, ça peut être monsieur et madame tout le monde. Ça leur appartient. Et moi, ça me rappelle un peu quand on voit les films sur… la découverte des Amériques et avec tous les colons qui venaient, qui essayaient de faire des choses et de s'installer, de prendre des terrains, etc. Aujourd'hui, c'est ce qui se passe dans le métaverse. Les premiers colons sont en train de débarquer, ils essaient de découvrir des choses. C'est voilà, c'est la ruée vers l'or, entre guillemets. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il n'est pas encore trop tard pour nous, et pour les pays émergents qui peuvent aujourd'hui plonger directement. Ce n'est pas la peine. Hamdali tout à l'heure, il a dit il y a une grosse fracture qui est en train de se faire, absolument générationnelle, mais aussi une grosse fracture technologique. On n'est pas obligé de rester dans l'eau pour qu'elle chauffe, pour qu'on peut directement jumper dedans. Et il faut faire des mouvements hyper stratégiques, que ce soit à un niveau entreprise ou au niveau gouvernemental, pour détenir des terres dans le metaverse, pour fermer des gens sur le metaverse. Pas que technique, il faut arrêter que tout le temps on parle de technique, mais il faut qu'on parle économie, business, finance et comment sortir son épingle du lot. Ça, c'est super important. Je vois que la salle est assez pleine. Ceux qui sont dans la salle, intéressez-vous au metaverse, mais pas que techniquement. Il faut lire l'économie derrière, la finance qu'il y a derrière. Il y a moyen aujourd'hui de sauver tout un pays, voire tout un continent grâce à ça. Voilà, moi je le vois comme ça. Merci. Vraiment, c'est un truc holistique. Tu as précédé ma dernière question, mais on y reviendra. Juste une petite anecdote avant de donner la parole à Mohamed Ali, puisqu'on parlait de saut générationnelle. C'est un ami au Gabon, je rigolais avec lui il y a quelque temps pendant le Covid. On parlait de métaverse. Il me dit, moi, le métaverse, j'ai découvert avec ma fille. Sa fille, elle a 7 ans. Il est au Gabon. 7 ans. Elle était sur Roblox et tous les après-midi,
elle partait sur Roblox, elle se connectait, il ne comprenait rien. Je lui ai dit, écoute, va regarder ce qu'elle fait, tu vas comprendre. Elle se connectait tous les après-midi, elle allait à la piscine avec une petite amie japonaise qu'elle ne connaissait pas, une petite amie américaine. Ils se retrouvaient autour d'une piscine et elles discutaient. Ce qui est extraordinaire, c'est que la gamine ne parlait pas un mot en anglais. Et elle m'a dit, 6 mois après, elle a 20 sur 20 en anglais. Donc, voilà, apprendre en jouant, c'est génial. Donc, voilà, et c'est ce saut générationnel qu'expliquait Mohamed Ali. Il est là et j'ai plein d'autres exemples comme ça d'amis africains. Je rigole à chaque fois parce qu'on a l'impression qu'en Afrique, on est très en retard. Mais en fin de compte, les enfants ont fait ce saut générationnel que les parents n'arrivent même pas à comprendre. Mohamed Ali, je t'en prie, la question est pour toi par rapport à tes activités. Alors moi, mes activités, de facto, comme je suis l'un des premiers en Tunisie, en fait, à travailler sur de la blockchain et la crypto. Et donc, naturellement, grâce à des partenaires géniaux, Walid en est un, qui nous a mis les pieds dans ces technologies-là parce qu'ils voient loin, parce qu'on a d'autres clients, d'autres partenaires qui sont à fond dedans. Nous, on s'est aussi empressé aussi d'aller faire une start-up qui fait des avatars intelligents en 3D aussi parce qu'on voyait venir un peu les choses. Mais en fait, tout ce qui a été dit est hyper enrichissant. Moi, il y a un point. En bon tunisien, en fait, indépendamment du fait, dans mon business, on est obligé, on peut rien faire à part y aller dans toutes ses composantes. Et pas que dans les composantes techniques, parce que ce qui n'est pas technique est beaucoup plus complexe à appréhender que la technologie qui, elle, devient maintenant, aujourd'hui, une réalité tellement banale qu'elle ne vaut même plus la peine d'être dite. On sait ce qu'il faut faire. Mais en bon tunisien, par exemple, qui crée un pavé de feuilles pour pouvoir avoir son visa pour aller en France, eh ben, là, le métaverse prend un sens d'idéalisme incroyable, dans le sens où il y a des choses qui embêtent l'humanité qui n'existent plus dans le métaverse. Et bon, ça va être sujet à controverse aussi, mais je pense que ça crée un élan d'idéalisme palpable qui n'existait pas. Avant, les idéalistes restaient chez eux et n'arrêtaient pas de réfléchir le plus beau monde de bisounours dans lequel j'aimerais vivre, où tout le monde serait content, où il n'y aurait pas de violence. Quelque part, le métaverse est une chance pour y aller, en fait. Merci beaucoup, merci beaucoup. Il nous reste quelques instants et parmi ces dernières minutes, c'est vraiment extraordinaire. Je voulais vous poser une dernière question, mais très, très rapidement. Walid l'avait un peu évoqué. C'est quelle place voyez-vous parce que nous sommes en Afrique et nous sommes pendant la semaine de la francophonie. Comment voyez-vous un peu la place du métaverse sur le continent africain, mais en général pour les pays émergents et surtout pour la francophonie? Puisque quand on parle de métaverse, aujourd'hui, on voit très bien deux mondes émerger, le monde anglo-saxon et le monde asiatique chinois. Quelle est la place de la francophonie? Quand je vous parlais du discours du président Macron en disant « je veux un métaverse français, je veux un métaverse européen », qu'est-ce que vous pensez? Comment percevez-vous vous, l'avenir de ce métaverse ou de ces multiverses par rapport à la francophonie, par rapport donc à la culture, à la langue, mais aussi par rapport au développement? En 1 minute. Désolé. Allez, on va commencer par Aymeric. Alors, vite, moi, mon point de vue là-dedans, c'est que c'est exactement ce que disait Mohamed Ali. C'est vraiment le côté, les frontières, il n'y a plus de frontières, en fait. Donc, on efface, en fait, toute notion de frontières. Donc voilà, et puis pour le côté francophonie, l'Afrique est un grand nombre de pays en développement qui parlent beaucoup français. Enfin, pour la francophonie, c'est quelque chose d'énorme. Donc je pense que c'est vraiment une excellente chose. Et pour un petit exemple pour ce côté frontière, moi, je ne vais pas spécialement de nom ou quoi que ce soit. En 2020, on a commencé, c'était la pandémie, et je me suis retrouvé à commencer à démarcher pour mon jeu qui s'appelle Dordogne. Et donc là, voilà, tout est fermé, frontières fermées, etc. Donc j'ai pris mon Skype et j'ai contacté tout le monde. Et en fait, tout le monde était comme moi. Donc tous les décideurs étaient comme moi derrière leur ordinateur à attendre que leur téléphone sonne ou à lire leurs emails. Et donc j'ai eu accès quasiment au monde entier, en fait. Juste parce qu'il n'y avait plus de frontières, il n'y avait plus de salons, il n'y avait plus d'avions, il n'y avait plus de… Donc en fait, quelque part, ça m'a simplifié les choses, moi qui étais… tout petit en essayant d'atteindre des gros, quoi. Et ça a marché. Enfin, j'ai un gros… on a signé avec Focus Entertainment, qui est un super éditeur. Voilà, donc vraiment, c'est super. Vraiment. Donc voilà, c'était un petit exemple comme ça.
Ouais, non, mais ça veut dire que tu peux mettre ton casque demain, tu mettras ton casque en réalité Oui, virtuelle. la forme. Comme dit Walid, tu t'équiperas de capteurs haptiques. Et donc, en face de toi, tu auras ton client qui est aux États-Unis, en Chine, tout ce que tu voudras au Japon. Exactement. Et tu discuteras avec lui comme s'il était en face de toi. Et tu Exactement. ressentiras des émotions quand il te dira oui ou non, vous avez votre financement. Voilà. C'est ça. Quelque chose comme ça. Voilà. Mais Walid, qu'est-ce que tu en penses, toi? Excuse-moi, Émeric. Bien sûr. Merci, Émeric. Je t'en prie. Écoute, il y a plusieurs couches. Hein, il y a une couche technologique, serveur, infrastructure, etc. Et là, je suis d'accord que les pays doivent avoir leur souveraineté, comme on a la souveraineté sur les databases, sur le DNS, etc. Enfin, on n'a pas, mais ça serait bien d'avoir ce genre de choses. Par contre, après, faire un metaverse français, je ne vois pas l'intérêt. Faire un metaverse européen, ouais, après quoi? On va demander des visas sous forme de NFT. Donc, du coup, ça va. Je ne suis pas fan de ça du tout. Encore une fois, c'est une très bonne idée d'avoir ces serveurs chez soi, d'avoir ces blockchains locales, de contrôler la technologie et la valeur de la technologie de bout en bout. Mais après, encore une fois, on est là pour amener un nouveau paradigme ou du moins remettre le vrai paradigme d'Internet comme il l'était. En plus, là, il est en 3D, donc c'est encore plus beau. Ce n'est pas pour refaire ce qu'on a fait de très, très moche dans la vraie vie. Merci beaucoup. Mohamed Ali, qu'est-ce que tu en penses? Moi, je pense que ce rapport de force entre les langues a encore une fois été un peu… il a pris quelques baffes aussi. Donc, si jamais la francophonie veut rayonner sur le métaverse, je ne pense pas qu'il y ait de frontières à mettre sur la table. Je pense que c'est des actions pour que ces jeunes qui ont une énorme appétence pour les langues aient plus d'appétence pour le français et pour la culture francophone que d'autres cultures. Je pense que, et c'est encore une fois, en fait, c'est une caricature un peu de ce qui est en train de se passer du Web 2 au Web 3 aussi. Le pouvoir n'est plus vertical, il est totalement horizontal, donc l'effort doit être fait dans cette horizontalité-là. C'est-à-dire qu'il faut aller voir les gens, trouver comment gamifier la francophonie, comment les toucher dans ce qui les importe. Et il y a des gens qui commencent à le faire de manière assez intense. Par exemple, aujourd'hui, les quelques dialectes chinois et le mandarin sont des dialectes qui sont en train d'exploser sur le metaverse. Et en te promenant dans des endroits connus de certains metaverse, tu vas trouver des gens qui vont te dire donne-moi 3 manas pour que je te fasse 2 heures de cours de chinois. Ça existe. Et je pense que ça vient de l'idée que tu as soulevée maintenant de la francophonie, de cette puissance de mettre en fait les cultures dans le metaverse. Mais c'est plus du tout de la même manière. C'est plus comme c'est en train d'être fait maintenant parce que les outils sont différents, les personnes sont différentes, la rétribution aussi est différente. Donc voilà, moi je pense qu'il faut le prendre d'un autre angle maintenant. Mais qu'est-ce que tu penses, par exemple, tu sais, du métaverse Zepeto? Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Zepeto, c'est quand même un métaverse coréen qui est dédié aux jeunes filles et qui fait un malheur. Et là, tu as toutes les grandes marques d'habits, de parfums, de cosmétiques, de luxe qui sont présents et qui vendent à des avatars de jeunes filles coréennes, asiatiques, des habits entre 3 000 et 4 000 dollars, le petit sac, l'habit. Et les jeunes asiatiques, elles sont très, très heureuses et elles se prennent en photo avec leurs avatars. Et c'est un marché qui devient colossal. Donc, c'est sur un lieu culturel, c'est-à-dire l'Asie, bien qu'ils soient coréens, mais c'est asiatique, avec une thématique jeune fille. Donc, tu vois, il y a quelque chose qui est très intéressant. Pour moi, c'est comme quand tu vas à Euro Disney, tu as une thématique Mickey, Minnie plutôt, et les gens adorent ça. Et à la fin du compte, en fait, moi, je pense que c'est chimique dans le corps, dans le corps des êtres humains. Et si on arrive à reproduire la chimie, eh bien, le reste, ou bien il suit, ou bien il ne suit pas. Mais c'est toujours la chimie qui est en train de driver, en fait, les choix hédonistes, enfin, les choix, pour pas les dire, les choix de l'être humain. Aujourd'hui, quand on parle, par exemple, pour parler par exemple, de drogue. Qu'est-ce qui est en train de driver ça? C'est ce besoin de dopamine ou n'importe quelle autre substance. Ils ont réussi à faire ça aujourd'hui avec la metaverse, notamment dans des petits metaverse aujourd'hui qui sont hyper actifs et l'adoption est juste incroyable, où c'est
pour faire du bien, pour ramener en fait la sensation de shopping nouvelle génération. On s'en fiche après si jamais ça ne sert à rien réellement, ouais, ou on te livre ou on ne te livre pas. Ouais, mais tu ne penses pas que c'est plutôt du soft power? Parce que quand tu vois aujourd'hui que la Turquie lance son métaverse, quand tu vois Malte qui lance son métaverse, quand tu vois Monaco qui lance son métaverse, que pratiquement énormément de pays se lancent de métaverse, tu ne penses pas que c'est aussi du soft power et que les Sud-Coréens surfent sur ce côté un peu culture K-pop? 1000%. Moi, je suis totalement d'accord que c'est à 1000% du soft power. Et encore une fois, c'est du soft power parce qu'ils ont tiré sur les bons fils, en fait. Et aujourd'hui, eux, ils sont aux antipodes de ce que dit être en fait le metaverse. Donc, ils utilisent la géographie de l'inception du metaverse pour essayer de dire ah, bon, ça c'est un metaverse sud-coréen, ça a fait un tabac pendant 1 an là-bas et maintenant c'est en train de conquérir le monde. Et c'est vraiment ça. Et toi, Mohamed Nif, qu'est-ce que tu en penses? Je te garde pour la fin, Mélissandre. Ouais, pour moi, le futur est à 100% décentralisé. Alors, parler de francophonie ou de langlophonie, je ne sais pas si la question était plus côté langue ou culture, parce que c'est deux sujets. Langue, culture et voilà. Pays émergents. Ouais, voilà. Parce que c'est des sujets déjà assez différents. Côté langue, je pense que d'ici très peu, il y aura même plus de barrières de langue. Hein. Il y aura des intelligences artificielles qui vont traduire directement les communications entre les avatars et la question ne se posera, à mon avis, presque plus. Parler aujourd'hui de métaverse français, européen, honnêtement, je ne trouve pas beaucoup de sens dans ça. Pour moi, c'est plus, après, je ne sais pas si c'est un discours à quelques semaines des élections ou pour d'autres, honnêtement, ou pour d'autres motivations, mais l'essence même de la blockchain, c'est la décentralisation. Et moi, personnellement, c'est ce qui m'a emmené dans ce monde il y a 5 ou 6 ans. Aujourd'hui, c'est cette notion de DAO qu'on verra certainement émerger en 2022 ou maximum en 2023 pour faire le même hype qu'est en train de faire aujourd'hui les NFT. Donc, le Web 3, c'est le web de la data, c'est le web qui rend la propriété de cette data à son créateur, à son utilisateur. Après, s'il s'agit d'une question plutôt culturelle ou du soft power, oui, là, par contre, je pourrais rejoindre qu'il y ait des initiatives nationales ou continentales, mais plus pour encourager les citoyens à être plus forts et plus actifs dans ce monde-là. À mon avis, c'est le rôle de la politique, mais loin de vouloir donner une étiquette continentale, parce que c'est effectivement un monde technologique et la metaverse, première distinction avec l'univers dans lequel on baigne et qui répond au moins à des lois physiques. Dans la metaverse, il n'y a certainement pas d'obéissance à ces lois physiques, ces frontières, et c'est l'innovation qui drive le tout. Voilà. Super. Merci beaucoup, monsieur Mnif. Mélissandre, qu'est-ce que tu en penses? Parce que moi, je connais ton côté africain, gaming, donc tu as tout. Donc, comment tu vois les choses, toi? Moi, en tout cas, dans la continuité de ce qu'on fait avec Cultures, j'imagine demain un metaverse où les personnes pourront en fait échanger dans le metaverse au sujet de leur propre culture. Donc, on pourrait imaginer quelqu'un qui est dans un village du Malawi qui a donc dont les gens connaissent peut-être très peu en fait son mode de vie, sa religion ou ses cultes ou tout ça. Pourrait demain dans le metaverse en fait faire un exposé ou échanger en tout cas sur ce qu'il connaît lui et ce que la plupart des gens ne connaîtraient pas et se faire rémunérer pour en fait d'un autre côté. Donc moi je vois le metaverse en tout cas dans ce qu'on souhaite faire plus tard comme un échange effectivement culturel où les gens... Pardon ? Je m'en doutais. Oui, où les gens pourront échanger, mais comme on échange aujourd'hui face à face, sauf que ça se fera à travers le metaverse parce qu'on est en distanciel et du coup, aujourd'hui, on ne peut pas aller
tous dans un village du Malawi aller chercher cette information sur les cultes, la religion, la façon de vivre, etc. On ne peut pas le faire. Et même si on voulait, et honnêtement, c'est compliqué pour beaucoup d'aller au Malawi, quoi. Donc voilà, moi je vois ça comme une extension de nous-mêmes. Et puis on parle de metaverse et on parlait tout à l'heure d'hologramme, je crois, au début. Bah, moi j'imagine bien sûr que le metaverse se fera à travers des hologrammes. On pourra être physiquement presque dans un lieu, un peu comme dans Star Wars, quand ils font leur réunion, là, ils sont toutes les planètes. Et voilà, on sera transporté d'une certaine manière dans un lieu qui n'est pas physique, mais qui est virtuel, mais comme si on était dans un lieu réel. Enfin, c'est assez fou, hein. Moi, j'atterris dans ce milieu depuis 6 mois, c'est assez fou, et je pense que l'échange culturel à travers le Metaverse sera quelque chose d'extraordinaire. Il y a probablement beaucoup de choses à faire et auxquelles même je n'ai pas encore pensé, mais pour moi, ce sera qu'un outil de plus qui permettrait de tendre à plus d'échanges, tout simplement. Pour rejoindre rapidement, voilà bien un oui, point. parce que je crois que si Souhait est monté, je crois que j'ai compris que c'était fini. J'ai vu, non, mais juste, il y a le Financial Times, il y a quelqu'un qui est à fond dans l'industrie qui a dit que si jamais il y a une adoption massive du Metaverse, on n'aura plus on pourra même aller faire des voyages intergalactiques sans se déplacer. Et ce gars-là, en fait, il dit qu'on n'aura plus à se battre contre les énergies fossiles parce que ce type d'interaction-là ne vont pas manger de CO2. En fait, ils ne vont pas dégager de CO2 plus que ça avec tout ce qui est green, etc. Je ne te dis pas l'énergie qu'on va dépenser en créant le métaverse, mais ce n'est pas grave. En tous les cas, je voulais vous remercier tous. Merci Mélissandre, merci Émeric, merci Walid, merci Mohamed Nif, merci Mohamed Ali. C'était très sympa. J'invite tous les spectateurs qui étaient là et tous les gens qui vont nous suivre en différé d'aller voir leurs sociétés. Elles sont superbes. Il y a de très, très, très beaux projets qui sont menés par nos amis. Je voulais remercier, bien sûr, l'Institut français de nous avoir accueillis dans le cadre de la Semaine de la francophonie. Merci au TIC DCE qui était par terre. Merci à Minasa et merci à Semia et au DigiArt Living Lab d'avoir organisé cet événement. Et je sais que c'est qu'une première approche. On n'est pas rentré dans le détail, mais j'espère qu'on vous a donné envie d'aller plus loin. Et merci à vous, tous les intervenants. À très bientôt, Tunis. Merci, monsieur. Merci beaucoup. Alors, avant de quitter, monsieur Mohamed, si vous le permettez, est-ce que s'il y a une ou deux questions chez le public, on peut la prendre? C'est vrai, bah, allons-y alors. On prend même plusieurs s'il en faut. Capté, là. Oui, monsieur. On parle de NFT là et de blockchain et tout, mais on sait que les crypto-monnaies, c'est interdit d'avoir des crypto-monnaies en Tunisie. Non, bon, je laisse les deux Tunisiens, les trois Tunisiens qui sont là à répondre. Non, c'est pas interdit d'avoir des cryptos en Tunisie. Comment ça? Parce que la loi a dit que ce qui est interdit doit être écrit. Il y a pas. On parle quelquefois d'actifs numériques en Tunisie. Franchement, on s'est confronté de plein fouet à ça. On est parti devant même les tribunaux, à la Banque centrale, tout ce que tu veux. La seule chose qui est interdite, c'est pas la seule, c'est énorme, hein, c'est qu'il y a des paires en crypto avec des devises. Ouais. Et c'est la seule chose que tu n'as pas le droit de détenir. Donc, tant que tu as des cryptos, jusqu'à ce qu'il y ait un texte de loi qui parle de crypto-actifs et d'actifs digitaux sur la blockchain qui ont une valeur en numéraire, etc., tu as le droit. Il y a pas, et la position a été prise même par le gouverneur de la Banque centrale, pas officielle, mais sur une plénière à l'Assemblée. Mais du moment que c'est relié à une devise, à ce moment-là, c'est interdit. Si jamais on te trouve dans un café en train d'envoyer des cryptos et de récupérer des euros dans la main, tu vas en prison. À ce moment-là, oui. Clairement. Donc, ne le fais pas. Garde tes cryptos. Très bien. Père et concis, là. Tu as une autre question? Une deuxième question? Bon.
Donc, sur ce, on clôture le deuxième panel, les enjeux du Metaverse. Merci à tous nos panélistes qui nous ont honorés durant cette session. Merci, Monsieur Mohamed. Merci à vous tous. Merci beaucoup. Merci. À très bientôt. À très bientôt. Au revoir.